Bonsoir, bonjour ou bonsoir, je ne sais plus. Voilà, pour ceux qui ne m'ont pas déjà entendu depuis 2 jours, donc Simon Benayoun, cofondateur de la 4e édition de Partner VIP. Je vous souhaite, chacune et chacun d'entre vous, une chaleureuse bienvenue. Voilà, nous arrivons au terme de ces 2 journées très actives en opportunités de business, en rencontres, en networking, en benchmarking et surtout en échange, en espérant que ça était à l'initiative de déclenchement d'opportunités de business. Voilà. Avant de démarrer cette conférence de clôture qui réunit des témoins clés et une dame parmi nous, parce que c'est sur l'ensemble des conférences, voilà, on n'a eu que des messieurs, parce que le marché IT, c'est beaucoup masculin. Voilà. Mais là, je suis ravi d'accueillir Agnès de Microsoft. Donc, je vais rappeler quelques infos pratiques avant de lancer la conférence de clôture. Tout d'abord, pendant quelques minutes, Jacques, mon associé, Jacques Mandar, et cofondateur de Partner VIP, nous fera une synthèse des temps forts de ces journées qui ont été riches comme je l'ai dit, en partage d'expérience et business. À l'issue de cette conférence, on procédera à la remise des 7 trophées Golden Cloud. Et petite information pratique qui nous aide beaucoup. Vous avez au dos de votre badge un mini questionnaire. Merci de le remplir. Il nous permet chaque année, fort de vos suggestions et de vos remarques, de bonifier tout simplement la prochaine édition, en l'occurrence l'édition 2015. Je vais maintenant demander à Jacques Mandar de bien vouloir me rejoindre sur scène. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette 4e édition des Partner VIP. Je voulais tout d'abord remercier nos sponsors qui, sans eux, nous ne pourrions pas faire cet événement. Je voudrais remercier Arrow, je voudrais remercier IBM, je voudrais remercier Numergy et bien sûr Orange Business Services et tous les autres que vous pouvez voir à ma droite et à ma gauche. Je voudrais aussi remercier les experts qui sont venus partager leur savoir, écouter, comprendre et animer cet événement. Sans eux non plus, nous ne pourrions pas faire un événement d'une aussi grande qualité et nous n'aurions pas pu avoir l'audience que nous avons pu avoir sans la participation de la presse. Il faut que je me mette sur la croix, paraît-il. Pour la caméra. Il faut, sans la participation de toute la presse professionnelle et des communautés qui ont relayé notre discours. Ici présente. Alors, je ne vais pas faire un bilan maintenant puisque vous n'avez pas encore rempli tous vos petits badges. J'ai juste tiré quelques sentiments et tendances. D'abord, le premier sentiment, c'est on rentre dans le business. La salle des rendez-vous one-to-one n'a pas désempli. Et ceux qui ont participé à ces rendez-vous m'ont dit que contrairement aux années précédentes où on était dans une évolution lente des déclenchements de business, maintenant les gens venaient avec des projets. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. On rentre dans vraiment le cœur du business. Je voulais aussi féliciter à tous les participants des ateliers Barcamp, des ateliers participatifs. C'était la première fois qu'on faisait ça cette année. On avait 2 Barcamp d'organisés, un hier et un aujourd'hui. Et franchement, pour avoir animé l'un d'entre eux, avec Olivier Belin, c'était un atelier très très intéressant où chacun n'a pas hésité à partager, poser des questions et à redistribuer son information. Il y a eu les ateliers, il y a eu les conférences plénières, les rendez-vous sur les corners. Bon, il est un peu trop tôt pour tirer les enseignements, mais en tout cas, moi je trouve que l'événement va dans le bon sens. On va encore l'améliorer, on va encore changer des choses l'année prochaine, parce que chaque année on change, on innove. Vous avez vu les votes interactifs cette année, les startups qui sont venues présenter leurs projets, et on a pu décerner, on connaît 2 déjà qui ont un trophée Golden Cloud. À la fin de la séance, on aura les suivantes. Je ne vais pas prendre plus de temps parce que je sais que Simon va me dire que je suis trop long comme d'habitude. Non, mais je vais repasser. Là, c'est bien. Je vais repasser la parole pour que tu introduises cette super conférence de clôture. Merci Jacques. Merci. Si vous voulez bien, messieurs les intervenants et madame l'intervenante, si vous avez un téléphone, de bien vouloir le mettre en mode avion parce que ça grésille. Je vais maintenant demander à Jean-Pierre Bletner, journaliste de la revue du digital qui nous a aidé à monter cette belle conférence. Et c'est la dernière conférence des 2 jours. Apps, Internet des objets, Analytics, mobilité, l'innovation digitale a-t-elle vraiment besoin de réseaux de distribution? Voilà. Et juste pour
Pour terminer, à l'issue de ce débat, je le répète, on remettra, Partner VIP et ses partenaires remettront les trophées des Golden Cloud. Voilà, j'en profite également, avant de passer la parole à Jean-Pierre, chaque intervenant et intervenante, d'avoir accepté notre invitation. À toi la parole, Jean-Pierre, merci. Merci Simon. Eh bien, sans plus attendre, effectivement, on va passer à une table ronde de clôture pour cette conférence. Et on va essayer de se tourner vers le futur à 5 ans, à 10 ans. Et donc maintenant, ce futur, on va l'évoquer au travers justement ce qui est dans le titre de la table ronde, les apps, l'Internet des objets, l'analytics, la mobilité, et bien sûr derrière tout ça, le cloud. Un mot qui n'apparaît pas, big data, dont on va aussi parler. Et sans plus attendre, je vais présenter de gauche à droite les speakers qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. Il y a donc Yannick Lévy, je vous présente rapidement. Yannick Lévy, vice-président en charge du business développement chez Parrot. Henri Abenezra, qui est DG de Elite Technologies, intégrateur et fervent supporter de Cisco. Christophe Suffy, qui est PDG, fondateur de la société Beetle, qui fait donc spécialisé du décisionnel dans le cloud. Agnès Van de Waal, directrice en charge de Windows et des terminaux chez Microsoft. Salim Nassur, qui est en charge du marketing sur la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, voilà, pour Google. Et Maxime Guiroton, qui est en charge du marketing et communication pour Samsung. Très bien. Alors, avant de commencer cette table ronde, qui va être beaucoup autour des objets connectés quand même, je voudrais savoir dans la salle s'il y a des gens qui ont des objets connectés de santé, ces fameux bracelets. Je voudrais que vous leviez la main s'il y a certains d'entre vous ont ce genre d'objets sur eux, maintenant ou de temps en temps chez eux. Très peu, là, hein, je vois. Alors, j'ai un peu les projecteurs dans les yeux, mais j'ai vu 4 mains se lever, ce qui n'est pas beaucoup. Est-ce que vous avez des objets connectés dans votre voiture ? Au-delà du GPS, déjà. Vous pouvez lever la main si vous avez quelque chose de connecté dans votre voiture. Bon, le GPS quand même. Très bien. Chez vous, dans votre domicile, est-ce qu'il y a des objets connectés ? Est-ce que vous avez je sais pas, la climatisation ou quoi que ce soit ? Bon, merci Simon, merci Jacques de me soutenir dans cette quête. Je ne vois pas beaucoup d'objets connectés. Voilà, donc ça va être un des grands thèmes du futur, c'est l'Internet des objets. Les terminaux, alors les terminaux usuellement c'est un smartphone, maintenant c'est une tablette, c'est un PC, mais de plus en plus ça va être des nouveaux objets comme une montre connectée. Et pour commencer, je vais demander à la régie de nous passer un petit film sur Samsung qui a mis en service un restaurant à Paris avec justement l'usage d'une montre connectée pour ses serveurs. Et je demanderai ensuite, après la projection du film, à Maxime de nous expliquer un petit peu ce qui a été mis en place, en quelques mots. Le restaurant est un établissement de nuit comme de jour. Donc on est ouvert toute la semaine de 17h à 6h du matin et également pour des brunchs le week-end. On est également un bar à cocktail. On a beaucoup évolué avec les nouvelles technologies ces dernières années. Je pense que la connectivité au sein d'un restaurant peut être vraiment très intéressante, faire gagner du temps et avoir un contrôle sur les timings qui sont à respecter dans le but d'accélérer un petit peu les services et de toujours contenter le client. Les galettes CE5 vont permettre de prendre le premier contact avec le client, c'est-à-dire on va partir sur la prise de commande avec cet appareil-là. Ça va envoyer directement l'information sur les différentes tablettes, celle au bar si c'est des boissons ou celle en cuisine si ça va être des plats. Donc on va avoir des tablettes qui vont être en cuisine, une au passe chaud et une autre au passe froid, mais juste en un seul clic, ça va leur permettre de valider et d'envoyer l'information au serveur comme quoi le plat est prêt ou le plat est en préparation. Ces tablettes vont envoyer elles-mêmes un message directement sur les mobiles que les serveurs ont en main, ce qui va permettre une communication générale entre tous les appareils et un produit qui va sortir beaucoup plus vite. Alors la solution Full Samsung a été choisie tout d'abord parce que je pense que le système des montres était beaucoup plus fiable sur cette marque-là et ensuite ça nous a permis de nous équiper totalement. Alors les gears, leur utilité va nous permettre de recevoir les alertes et également de pouvoir les valider. Ça nous permet en un coup d'œil, en un seul geste, de savoir s'il y a un plat qui est en train de nous attendre au niveau de la cuisine, une boisson qui est éventuellement prête au bar et de pouvoir cliquer sur la fonction servie. Donc ça nous permet d'avoir une petite communication qui est fiable et qui est rapide. Ce que recherchait avant tout le Wooz, c'était la simplicité, la fiabilité et l'ergonomie.
c'est-à-dire une solution globale qui permette de gérer l'ensemble de leur activité, aussi bien en cuisine, au bar, qu'en salle. Pour le manager, ça va être un outil qui va lui permettre d'encaisser ses tables évidemment, mais également d'avoir un suivi sur tout ce qui se passe dans le restaurant, sur les temps d'attente, sur les temps de préparation, sur les tables qu'il va falloir un petit peu activer parce qu'il y a eu trop de délais d'attente. Et également, ça va être un outil de vérification pour contrôler tout l'établissement en temps réel. L'utilisation de produits grand public permet une prise en main et une adoption par le personnel extrêmement rapide. Pour le barman, ça va être un vrai outil parce que pour le coup, au lieu d'avoir des dizaines de tickets qui sortent, il va avoir la possibilité de slider entre les différents produits, ce qui va lui permettre de pouvoir regrouper les commandes. En matière d'encaissement, ça permet de différencier les produits sur une même table, ce qui va permettre de sortir une addition à un client qui s'en va avant les autres et de départager les produits tout en laissant le solde de la table. Notre système fonctionne avec tous les types d'appareils, quelle que soit la taille de l'écran, ce qui nous permet d'utiliser dans le monde professionnel des appareils grand public. La sécurité est un des points majeurs de notre solution. Grâce à la synchronisation bidirectionnelle, le restaurateur a l'ensemble de ses données en local qui sont répliquées toutes les 2 minutes sur nos serveurs centraux. Les bénéfices pour le restaurant d'utiliser ce type de produit, c'est vraiment de se démarquer par rapport à d'autres établissements. Je pense qu'on a montré à plusieurs reprises qu'on était un petit peu lanceur de tendance. Grâce à la largeur de gamme de Samsung, nous pouvons offrir aux clients une expérience unique dans la mesure où l'ensemble des appareils et l'ensemble des tailles d'écran s'adaptent parfaitement à l'utilisation. Ce sont aussi des produits design et performants qui permettent d'avoir une très bonne qualité de service. Merci pour cette vidéo. Maxime, alors cette montre là, c'est un gadget ou ça sert vraiment à quelque chose ou c'est juste pour faire joli? Non, forcément, ça sert vraiment à quelque chose. En fait, si on a pris cet exemple-là et pas l'exemple d'un grand groupe, c'était aussi pour montrer que l'objet connecté, il est vrai pour tout le monde et qu'on peut le mettre vraiment partout. Aujourd'hui, le restaurateur, quand vous parlez avec lui, il a gagné à peu près 30% en productivité depuis qu'il a équipé l'intégralité de son restaurant d'une solution connectée. Très bien. Le partenaire qui est cité, c'est une société qui emploie combien de personnes? C'est une société française qui a 5 personnes et qui a tout développé de A à Z avec un support technique par Samsung. Très bien. Premier exemple d'objet connecté, je vais passer la parole à Yannick Lévy de Parrot. Alors Parrot, on vous connaît, c'est un peu synonyme de drone. Vous avez sorti le drone de l'objet, du maquettisme, de l'aéromodélisme pour en faire un objet. Alors, est-ce que c'est encore un jouet ou est-ce qu'on peut en avoir des usages professionnels? Non, c'est encore un jouet, celui-là en tout cas. Alors je voulais démarrer par une petite démo. Donc voilà, un jouet mais qui se pilote quand même quasiment sans rien faire. Hein. Vous voyez que là, je touche à rien. Donc c'est un des grands avantages, c'est qu'il est très intuitif et que du coup, par une simple tablette, je peux le contrôler. Oups. Voilà, je l'avance à peu près. Je voulais le faire monter. En fait. Henri, si peut-être vous voulez tenir son micro à Yannick pour qu'il puisse... C'est gentil. Voilà, donc je vais le faire voler un peu plus proche de vous. Alors, donc le grand intérêt, c'est que vous voyez que là, j'ai un retour vidéo de vous, en fait, qui est filmé par le drone directement. Et j'ai la possibilité, avec ce drone, d'orienter aussi la caméra, donc de pouvoir, grâce à la lentille fisheye devant, regarder partout où je veux. Ce qui permet des tas de nouveaux usages, comme par exemple de brancher des lunettes et de voler en immersif à l'intérieur, là aussi toujours pour le plaisir, mais on verra tout à l'heure que c'est possible de l'utiliser aussi pour des usages professionnels. Bon, je vais arrêter de faire peur à tout le monde et je vais le faire gentiment atterrir. Parfait, voilà. Merci beaucoup pour cet exemple. Et donc... Donc pour parler usage professionnel, si on parlera dans un deuxième temps. Oui, voilà. C'est une très bonne suggestion. Je vais demander à la régie de nous passer une vidéo d'un des speakers d'un des ateliers qui a eu lieu entre 12h30 et 13h30 sur les vêtements connectés. Voilà, c'est la société Citizen Science qui nous a présenté cela entre 12h30 et 13h30. Voilà, l'objectif là, c'est de mesurer les paramètres de santé, d'activité, bien sûr le nombre de pas, la vitesse que l'on fait, mais aussi les battements du cœur, le pouls, l'activité musculaire également. Citizen Science, c'est une start-up qui s'est créée il y a à peu près 3 ans et qui vient de lever 6 millions d'euros auprès de la BPI, la Banque de financement en France des startups.
et qui sortira ce t-shirt connecté en juin prochain pour un prix de 300 €. Et là, ce que vous voyez, c'est la petite centrale qui récupère l'ensemble des données qui ont été captées durant la course. Et le tout est envoyé sur un cloud et du big data pour des traitements ultérieurs, justement, de suivi de santé. Donc, on a vu la montre connectée qui va être, paraît-il, un grand classique et va beaucoup se vendre d'après Forrester Research. Parrot, les drones, les objets connectés de santé. Il y a aussi WeThings qui est souvent cité, mais là, c'était Citizen Science. Et puis, on va passer à l'exemple de Microsoft, parce qu'il y a un autre grand exemple d'objet connecté, c'est la voiture connectée. Et vous êtes partenaire d'Autolib dans ce cadre-là. On va passer la vidéo qui va présenter le Autolib. Dans l'une des plus belles villes du monde, le trafic routier peut être un cauchemar. Paris voulait supprimer les bouchons, la pollution et le bruit. Elle s'est alors associée à des dizaines de villes de banlieue pour créer Autolib, un nouveau système de transport simple et flexible. Associant l'équipement existant et les technologies Microsoft, le groupe Bolloré et l'IER ont créé une ingénieuse solution de partage de voitures électriques. En exploitant l'Internet des objets, Autolib transforme chaque jour le transport de milliers de Parisiens. Ce système connecte les voitures avec les objets d'Autolib, kiosques de location, stations de recharge, le cloud et un système central de gestion. Le conducteur s'abonne au kiosque, choisit un plan et accède en quelques minutes à toute la flotte de véhicules répartis dans Paris et sa banlieue. En plus de la navigation GPS et des paramètres personnalisés, l'expérience d'Autolib offre quelque chose de rare à Paris. Des places de parking libres et gratuites. En exploitant les données collectées, Autolib retire des milliers de voitures de Paris, propose aux conducteurs des économies de 90% et réduit la pollution de plusieurs millions de tonnes de CO2 par an. Mieux respirer, économiser et perdre moins de temps dans les transports, c'est cela l'Internet des objets d'Autolib. C'est ici, dès maintenant. Alors Agnès, c'est une expérience, ce projet qui date d'il y a 3 ans déjà maintenant. Oui, il a commencé en réflexion il y a plus de 3 ans. Par contre, c'est bien d'actualité, parce que ceux qui ont suivi les infos ont compris que les places de parking allaient doubler en prix à Paris. Donc j'encourage à l'utilisation d'Autolib. Le but de cet exemple, on aurait pu en choisir bien d'autres, c'était un peu aussi d'expliquer que quand on passe sur objet connecté, on s'arrête parfois à l'objet, mais que derrière il y a un OS, et dans ce cas-là c'était Windows Embedded. Donc finalement l'objet connecté, on a l'impression que c'est un sujet très récent, mais ça fait des années que ça existe. Autolib 3 ans, mais il y a aussi tous les DAB, distributeurs de billets, les IRM en médecine, etc., qui sont depuis longtemps des objets connectés. D'accord. Et pour le futur, je crois que Microsoft vient de sortir aussi, il y a 15 jours, un bracelet connecté de santé justement qui s'appelle Microsoft Band. Voilà, Microsoft Band qui est sorti aux États-Unis il y a 10 jours ou 15 jours. On l'aura en France ? On l'aura en France. Quand ? Il n'y a pas de date. Mais au-delà, encore une fois, du produit, ce qui est intéressant, c'est la plateforme cloud qui a été construite derrière, le traitement des données et la restitution de ces données d'une manière intelligente qui est faite derrière. Et c'est dans ce 360 que s'inscrit Microsoft. Très bien, merci. Alors après ces présentations, Maxime, quelle est la place pour vous des intégrateurs de services autour de ces objets qu'on a pu voir, les tablettes et maintenant la montre ? Par exemple, on sait que des grands groupes français, comme AXA, pour ne pas les citer, sont en train de développer des applis de... alors moi j'appelle ça des applis de santé, vous appelez pas ça des applis de santé, des applis de bien-être, vous dites, oui, sur la montre connectée qu'on a pu voir notamment. Et vous, quel écosystème mettez-vous en place aujourd'hui avec les intégrateurs de services à valeur ajoutée autour de ces produits ? Alors, premièrement, mis à part quelques grands groupes français et internationaux, peu finalement savent et ont internalisé le développement d'applications, de solutions, voire même d'OS en interne. La majorité des cas sont faits avec des parties tierces, groupes internationaux, petites PME françaises ou d'ailleurs. Et ces gens-là sont au centre de la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un constructeur, un fournisseur d'OS, un groupe qui veut s'équiper, un client final qui en a besoin pour ses besoins personnels, finalement, à un moment donné, forcément, il utilise un bout ou toute la solution d'un de ces intégrateurs-là. Donc, ils sont aujourd'hui au centre de la valeur. C'est eux
qui sont clés pour nous. Et donc dans ce cadre-là, ce que l'on fait nous chez Samsung, c'est vraiment créer un écosystème de partenaires qui va travailler ensemble. Parfois, on va mettre 5, 6, 7, 8 sociétés différentes autour d'un même sujet pour qu'à la fin, on ait une solution clé en main. Là, on a pris l'exemple du Woosbar, qui est une solution qui est faite par un seul intégrateur, qui fait toute la solution et qui l'intègre. Maintenant, on a des solutions beaucoup plus complexes avec des sociétés diverses et variées qui vont réclamer beaucoup de choses. Si on prend un autre exemple dans le monde de la distribution, par exemple Darty, aujourd'hui, Darty, ils ont une solution de connexion entre les différents produits qui est faite par un intégrateur, mais après ils ont toutes les solutions connexes qui viennent se greffer sur cette solution, SAP, leur outil de CRM, etc. Et toutes ces solutions-là doivent discuter avec les produits. Donc aujourd'hui, pour vous, l'écosystème des intégrateurs est central et capital pour le développement des services. Plus que pas que les intégrateurs, c'est-à-dire l'écosystème des gens qui travaillent de près ou de loin dessus est essentiel à ce que ça fonctionne. Qui sont en France, vos grands partenaires, ça va être qui par exemple aujourd'hui ? Sur les intégrateurs, vous les connaissez. Je pense que on va parler de gens comme Accenture, mais on peut parler aussi des Conocom, des CC Computer Center, qui sont les grands noms que tout le monde connaît. Après, il y a des intégrateurs beaucoup plus petits. Il y en a qui ont un double métier, comme Atos par exemple, qui va être à la fois intégrateur et développeur de la solution. Et puis après, il y a tous les gens qui développent les solutions. Aujourd'hui, en France, on a environ 150 partenaires qu'on anime au quotidien pour développer des solutions. Très bien. Donc exemple chez Samsung, chez Parrot, vous c'est plutôt une découverte. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, on commence à vous demander effectivement des solutions professionnelles et non plus uniquement des usages pour faire de jolies images. Il y a aussi des usages professionnels et donc vous êtes en train de vous tourner vers des partenaires comme Samsung en a aujourd'hui. Alors effectivement, on a depuis 3 ans réalisé qu'il y avait une demande pour développer le business pro des drones civils. Sachant qu'aujourd'hui, une militaire reste 95% du business du drone, hein, donc les drones sont quand même surtout connus dans le militaire. Je vais vous interrompre une seconde. Ceux qui ont volé au-dessus des centrales nucléaires, on sait si c'était des trucs à vous ? On a lu dans la presse que c'était des drones grand public, on ne sait pas lesquels, et c'est clair qu'aujourd'hui, on peut techniquement faire voler ces drones au-dessus d'une centrale. Maintenant, c'est une nouvelle technologie, les drones, donc on peut aussi prendre une voiture et foncer sur un trottoir dans les piétons. On peut faire toutes sortes de choses qui ne sont pas autorisées. Ce qui rend le sujet effectivement un peu épidermique en ce moment, c'est parce que la réglementation évolue très vite, que les forces de l'ordre n'ont pas encore bien compris où étaient les limites de l'engin et ce qu'on avait le droit de faire avec. Quels usages vous avez donc il faut s'y mettre parce que les technos qu'on a là-dedans, c'est les mêmes que celles qui sont dans les objets connectés, les smartphones, etc. D'ailleurs, on utilise les mêmes circuits intégrés, les mêmes capteurs. C'est pour ça que le drone aujourd'hui se développe tellement. C'est parce qu'en fait, c'est la même technologie qu'un smartphone, sauf que ça vole. Et c'est pour ça que ça se développe très très vite en ce moment. Quel type d'usage professionnel avez-vous aujourd'hui Donc il y a 2-3 ans, on a décidé pour se diversifier d'investir dans une société en Suisse qui s'appelle Sensefly, qui fait partie du groupe Parrot maintenant, et qui développe donc les métiers professionnels. Alors c'est un début, on pense qu'à l'avenir, c'est des intégrateurs, des partenaires qui vont imaginer les services du futur, mais pour le lancer, on a démarré avec eux, et eux, leur premier service, c'était le service des géomètres, à savoir de pouvoir voler au-dessus d'un terrain, simplement en spécifiant sur un Google Maps ou autre le polygone qu'on cherche à survoler, et le drone fait des images, et ensuite avec les images on reconstruit en 3D avec une précision centimétrique ce qui a été survolé. Donc on arrive à faire une cartographie quasiment temps réel, un suivi de chantier, suivi d'extraction de carrières, de mines, etc. En 10 minutes de vol, on a une mesure extrêmement précise de ce qui a été extrait. Donc ça, c'est un premier marché qui se développe maintenant depuis 2 ans et qui fait le tour de la planète dans tous les pays du monde. On a des clients au Brésil, en Australie, au Mexique, au Canada et j'en passe. Et l'autre métier important sur lequel on investit beaucoup, c'est l'agriculture, parce que là aussi, les champs deviennent de plus en plus grands. Il y a une grande consolidation entre les différentes fermes qui deviennent de plus en plus grandes. Et donc l'agriculteur a besoin de retrouver une façon de mesurer ce qui se passe dans son terrain, comme avant quand il y allait à pied. Et ça, le drone est un super outil pour ça, pour
compter les plantes au moment où elles sortent de la terre, pour mesurer la quantité d'engrais qu'il faut rajouter au fur et à mesure de sa croissance, sachant que l'engrais c'est aussi un très grand polluant, hein, des nappes phréatiques notamment. Donc voilà 2 grandes applications, mais il y en a énormément d'autres. Tous les jours, il y en a une qui sort dans la presse, plus ou moins viable d'ailleurs, mais en tout cas les 2 premières dont j'ai parlé, on pense qu'il y a un potentiel à très court terme. Et est-ce que vous êtes prêt, vous, Parrot, à accueillir des intégrateurs, des développeurs d'idées de services qui voudraient développer autour de ça, ou c'est un chantier en cours chez vous ? Non, absolument. C'est pour ça qu'on a voulu connecter le drone à des tablettes. Hein. Donc là, c'est une tablette iOS, mais nos collègues de Microsoft vont bientôt nous fournir une belle application Microsoft. On a évidemment aussi pour Android. Et donc là, on est sur du SDK complètement ouvert et dessus, les gens peuvent imaginer toutes sortes d'applications au même titre que sur un smartphone. Vous pouvez développer toutes sortes d'applications. Donc on a fait la première qui est un peu l'appli de base pour piloter, pour s'amuser, mais on peut faire énormément de choses, notamment parce qu'on a des outils à bord, du GPS, des mesures d'altitude, évidemment le capteur optique qui est très puissant, qui fait de la Full HD, et donc tout ça on peut le combiner et faire des mesures extrêmement précises de l'environnement. Merci Yannick. Alors on passe le micro à Henri Abenezra. Elite Technologies, intégrateur spécialisé plutôt Cisco, communication unifiée. Est-ce que vous êtes prêt à intégrer dans votre cloud de communication unifiée ces montres connectées, ces drones volants, ces objets de santé? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que c'est la demande de vos clients aujourd'hui? Et comment vous allez vous y préparer? Alors, bonjour d'abord. Alors moi, je vais essayer, en fait, je vais répondre à votre question par une autre voie. C'est quelque part ici, je suis le seul intégrateur. Donc nous, comment on voit ce monde d'objets connectés? Quel est notre impact dans le réseau de distribution? On prend un peu de hauteur, hein, comme le drone de Parrot, on survole un peu tout ça, évidemment, parce que nous, on est un peu comme le petit intégrateur de Samsung de 5 personnes qui a été faire une intégration dans un restaurant. Donc on a plutôt une vision terre à terre des impacts qu'il pourrait avoir chez les gens. Donc pour nous, c'est quoi ce monde d'objets connectés? Déjà, il y a un chiffre qui parle, on nous raconte partout, alors que c'est les chiffres de tout le monde, c'est d'ici 2020, 50 milliards d'objets connectés. On nous parle de chiffres astronomiques en chiffre d'affaires. Moi, j'ai entendu un chiffre de 14,4 trilliards de dollars. Je serais complètement incapable de l'écrire, d'ailleurs, j'arrive même pas à me le représenter. Donc, on essaye de regarder un petit peu c'est quoi ces objets connectés, quel impact dans la distribution, quel impact pour des intégrateurs comme nous. Alors, lorsqu'on essaye d'analyser, on voit qu'il y a un objet et une personne. Mais entre l'objet et une personne, il y a du data et il y a des process. Et c'est là qu'on va intervenir. C'est-à-dire, quelle que soit en fait l'utilisation de l'objet connecté, il va falloir mettre en place ces infrastructures de big data, il va falloir mettre en place ces infrastructures de systèmes pour pouvoir, tout à l'heure Microsoft l'a dit, hein, il y a des OS derrière tout ça, il va falloir mettre en place des data centers capables d'intégrer et de mettre à disposition les logiciels qui vont permettre aux fabricants d'objets connectés de pouvoir vendre leurs produits quelque part. On est là aujourd'hui pour donner les infrastructures et les assises de tous ces gens hyper innovants qui fabriquent des choses. On n'est pas là pour ça, nous les intégrateurs, qui fabriquent des nouvelles technologies, qui fabriquent des nouveaux systèmes, des nouveaux usages. Et ces usages, dans le terme objet connecté, il y a connecté. Il faut bien qu'ils se connectent quelque part et qu'ils atterrissent quelque part et que tout ceci soit providé à partir de quelque chose. Donc pour nous, il y a une opportunité énorme dans la mise en place de data centers, dans la mise en place de big data et évidemment dans la mise en place d'infrastructures réseau pour connecter tout ça. D'ailleurs, entre nous, intégrateurs, je vais peut-être donner un scoop, on appelle ça le pétrole numérique. On appelle ça le pétrole numérique. Alors oui, bien sûr, pour nous de mettre une application dans notre data center qui, comme vous l'avez dit, est spécialisée pour provider de la visioconférence, d'ailleurs Microsoft sait très bien le faire aussi, de la visioconférence, des communications unifiées, etc. Il n'y a aucun problème pour nous de mettre à disposition nos data centers et nos systèmes de sécurité pour sécuriser, je ne sais pas moi, des applications qui iront sur des montres Samsung. C'est comme ça qu'on voit, nous, les objets connectés en tant qu'intégrateur. Merci pour cette réponse. J'aimerais vous solliciter encore une minute sur
Donc aujourd'hui, vous commercialisez, vous intégrez ce qu'on appelle des solutions de communication unifiée, convergence fixe mobile, qui permettent d'avoir sur son smartphone, son PC ou sa tablette les mêmes informations et de pouvoir accéder à ses emails ou à ses messages à tout moment. Je suis un vieux journaliste, je commence à être un vieux journaliste. Ces solutions-là, moi je les ai vues apparaître il y a 20 ans. Et quand on a préparé la table ronde, on m'avait dit, ben oui, mais il aura fallu tout ce temps-là pour que ça tourne bien. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt satisfait, puisqu'apparemment, ça se déploie assez rapidement. Est-ce qu'on est parti sur 20 ans aussi pour pouvoir intégrer, à votre avis, correctement ces objets connectés ? Non, je pense pas. Je pense que d'ailleurs c'est issu des mêmes technologies. C'est ce succès des objets connectés ou, pour nous, les communications unifiées, nous vient de la maturité du marché cloud computing. Et derrière la maturité du marché cloud computing, c'est la maturité des technologies qui ont permis le cloud computing, c'est-à-dire virtualisation des réseaux, virtualisation des systèmes, virtualisation des stockages, augmentation des débits télécoms. On ne pourrait pas faire tout ça aujourd'hui s'il n'y avait pas eu toutes ces mutations technologiques. Voilà, c'est aujourd'hui l'accélération donc de la communication unifiée, qui d'ailleurs a été accélérée grâce aussi à des objets connectés. C'est-à-dire que s'il y a eu ce boom d'un seul coup, ça a été notre capacité à cloudifier nos offres qui étaient avant on-premise et assez difficiles, onéreuses, complexes à déployer, qui aujourd'hui, à partir d'un data center, par une simple application dans un smartphone, quel que soit la tablette, le smartphone, quel que soit le device, eh bien, on va pouvoir se connecter à des systèmes de communication unifiés. En fait, c'est la convergence d'une révolution technologique et l'avènement de la mobilité et des objets connectés qui nous a permis d'exploser en communication unifiée. Très bien, voilà. Donc les technologies sont mûres maintenant, les techniciens sont prêts. Complètement. Donc tout ça, c'est tous ces objets connectés, donc comme on l'a dit, ça se connecte et génère beaucoup de données. Il faut les traiter, ils arrivent dans le cloud. Maintenant, on appelle ça cette accumulation, le big data. Et pour aborder ce sujet, je voudrais interroger Christophe Dufis. Vous avez créé une société récente, elle a 4 ans, je crois. À peu près. Elle a eu 5 ans dimanche. 5 ans dimanche, très bien. Spécialisée justement dans ce traitement massif des données. Ouais. Vous avez créé une espèce d'Excel dans le cloud, concurrent Vous me l'avez déjà dit au téléphone. Microsoft Excel, pour donner une idée un petit peu, voilà. Et aujourd'hui, pour vous, l'évolution, c'est le big data. Vous êtes connecté au cloud big data de Microsoft, donc Azure. Vous êtes sur Amazon, vous êtes sur Google. Ouais. Pour vous, ce marché qui est en train de se développer autour du traitement massif de données, comment vous le percevez ? Est-ce que les gens, c'est le titre de la table ronde, est-ce que la distribution est encore nécessaire dans ce cadre-là ? Quelle peut être la place des distributeurs, des intégrateurs ? Est-ce que le client n'a pas simplement à se connecter sur son écran et accéder à votre solution dans le cloud ? On aimerait beaucoup, mais ce n'est pas possible. Non, c'est essentiel. On vient de le voir dans les premiers intervenants. En fait, l'avènement pour moi du big data, c'est de faire du service. Tout est service. L'autolib, c'est de la voiture as a service. Le Vélib, c'est du vélo as a service. Tout devient du service. Nous, on est une des briques qui permettent de récolter des données, les structurer, les mixer, leur donner du sens pour prendre des décisions. Mais avant ça, on a un client qui se pose des questions, qui a besoin de créer de la valeur, qui a besoin de peut-être changer son business model. Parce que c'est ça au départ. Il ne veut pas faire du big data, il veut créer quelque chose, il veut mieux appréhender le comportement de ses clients, il veut comprendre les endroits où il fait le plus de marge et si possible en temps réel. Donc pour nous c'est ça le big data, et ça peut avoir une infinité de déclinaisons, mais on y arrive qu'en assemblant un certain nombre de briques. On a parlé des briques liées au réseau, ça c'est essentiel. S'il n'y a pas de connexion, des solutions comme nous en mode SaaS, c'est un peu compliqué. Le cloud est hyper important. On a cette chance cet avantage d'être un moteur de BI multi-cloud. Donc on a des clients qui choisissent de travailler dans le cloud de Google, dans le cloud de Microsoft, dans le cloud d'Amazon aujourd'hui. On a cette rapidité, puisqu'on est SaaS, de pouvoir avoir des clients du monde entier. On a créé un peu plus de 25 000 utilisateurs en l'espace de 4 ans. Puisqu'on a eu une année pleine de R&D. 80% de nos utilisateurs sont très loin de chez nous, on les verra certainement jamais. Donc on passe aussi par les partenaires pour des appuis locaux. De façon générique, ce sont on a plusieurs types de partenaires. Toute la partie, ce que j'appelle infra, et c'est pas péjoratif dans la bouche, c'est vraiment les services qui nous permettent de faire tourner notre solution. Et en parallèle de ça, on a 2 types pour nous de partenaires qui sont hyper importants. Les premiers sont
plus dans la logique de conseil, c'est-à-dire des partenaires qui vont accompagner nos clients à définir les bons indicateurs, les bons tableaux de bord, les bonnes décisions à prendre, pourquoi je les prends, qu'est-ce que j'en fais, quelles décisions j'en prends. Et puis, presque plus important, c'est les intégrateurs. Moi, je continue à dire que même si on a une solution SaaS, même si on est dans le cloud, on a besoin des intégrateurs. Moi, je me refuse de dire que le SaaS et le cloud va tuer les intégrateurs. J'y crois pas du tout. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce que dans notre secteur d'activité, la donnée, c'est bien, mais la donnée qui est pas fraîche, qui est pas juste, qu'on ne trouve pas, qu'on ne sait pas analyser, ça ne sert à rien. Donc, les intégrateurs accompagnent nos clients aujourd'hui à structurer leurs données, à leur donner du sens, à aller chercher de la donnée où ils n'ont peut-être même pas imaginé qu'il y en avait, et à la mettre à disposition pour que nous, outils de BI, on l'interprète et on donne aux clients les clés pour prendre les bonnes décisions. Très bien. Peut-être rappeler un peu qui est Bitel, parce que vous venez de gagner, je crois, un prix de la BPI de mémoire, et un financement, et puis vous préparez de nouvelles versions de la plateforme. Oui. Alors, on a une année 2014 qui est assez chargée, on en est assez content. Donc, on est lauréat du concours mondial de l'innovation sur cette partie Big Data, sur deux aspects. L'aspect qui est important, c'est qu'on est en train de développer une énorme plateforme d'intégration qui va permettre de pouvoir aller vers de la BI en temps réel. Voilà. Le but de notre projet qu'on a présenté au CMI et pour lequel on est lauréat, c'est de pouvoir donner la possibilité à nos partenaires et donc à nos clients via nos partenaires de proposer des solutions de BI en temps réel, dans le cloud. Et on vient de finir un second tour de table, oui, avec le fonds Ciparex d'1,1 million en juillet. D'accord. Et vous parliez également de prédictif dans la prochaine version qui va bien sûr. Bien sûr, dans la prochaine version, on en fait déjà un peu, mais ça fait partie des fonctionnalités qui sont assez, très très demandées par nos clients. C'est de pouvoir embarquer des modèles qui permettent de faire du prédictif et demain de dire, je reprends le cas d'Autolib, mais de dire tiens, si l'utilisation de ma plateforme augmente de façon exponentielle, mais je dois pouvoir anticiper. Liés à peut-être des événements qui n'ont rien à voir avec le matériel lui-même, mais je dois pouvoir anticiper ça pour que mon service continue à être délivré dans de bonnes conditions. Donc c'est ces aspects prédictifs qui sont hyper importants aujourd'hui. Mais pour faire du bon prédictif, il faut avoir la donnée fraîche en temps et en heure. D'accord. Agnès, chez Microsoft, vous avez un peu toute la panoplie, depuis l'objet connecté jusqu'au cloud, jusqu'à la BI et dans le cloud, jusqu'aussi aux solutions de prédictif. Comment vous déroulez cette pelote qui arrive là du big data et des objets connectés? Comment vous abordez cette évolution de manière globale, justement, puisqu'on est sur les trois piliers. Donc les trois piliers de Microsoft, ça va être bien entendu notre plateforme cloud, donc Azure, pour les data, notre plateforme device partenaire, donc des objets connectés jusqu'aux grands écrans, donc sur Windows. Et vous savez qu'a été annoncé justement Windows 10 à venir. La particularité de Windows 10 que vous découvrirez l'année prochaine, c'est que justement, ça sera un OS unique du plus petit objet connecté jusqu'au plus grand écran, donc de millimètres. On va dire jusqu'à sachant qu'il est gratuit, cet OS va être gratuit pour les objets connectés. Oui, alors on a annoncé à notre dernière conférence Ville pour développeurs qu'en fait les versions Windows en dessous de 9 pouces sont gratuites. Donc vous retrouvez les tablettes 8 pouces, les téléphones et bien entendu tout un écosystème d'objets connectés qui se développe dans le B2C mais aussi surtout dans le B2B. Et enfin, la troisième plateforme, c'est celle qui est très connue, notre plateforme de productivité qui est Office et qui détient tous les outils de BI, de Business Intelligence. Donc on sait récupérer les données, les traiter, les analyser, les restituer et en faire du prédictif. On s'était amusé à la dernière Coupe du Monde de faire le prédictif de tous les matchs. On avait évidemment, on était tombé bon à chaque fois, mieux que le poulpe, je crois, que de la dernière Coupe du Monde. Et on avait aussi prédit qu'on n'y serait pas en finale, mais voilà. Donc ce prédictif est important. Maintenant, sur un projet de big data, on va dire, d'objets connectés qui amènent jusqu'au traitement des big data, ce qui est important, c'est d'abord de répondre à une solution, une attente du client par rapport à ça. On s'appuie sur des partenaires métiers, intégrateurs, qui connaissent exactement le métier, sa réglementation, la sécurité qu'il va falloir apporter, parce que dès qu'on parle de data, dès qu'on parle d'objets connectés, l'intégration et la sécurité sont les deux points les plus attendus de tous nos clients
entreprises, grandes entreprises ou petites entreprises. Et là-dessus aussi, on s'est apporté, bien entendu, les réponses. Et vous me disiez que en fait, ces objets connectés, ce big data est en train de permettre de changer les modèles économiques de vos clients, notamment par exemple dans le domaine de l'assurance. Je crois que vous intervenez dans ce cadre-là. Oui, un projet que je nommerai pas le client. Un projet intéressant, c'est que vous savez que pas mal de compagnies d'assurance travaillent aujourd'hui sur des primes à l'usage. Enfin, vous paierez en fonction de si vous utilisez beaucoup ma voiture ou pas. Ils sont en train de réfléchir aussi à un travail sur la connexion de votre voiture pour savoir comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez de manière risquée ou pas. Et en fonction de cela, votre prime pourrait aussi varier si vous roulez toujours à 300 km en sens inverse sur le périph', à 300 km/h en sens inverse sur le périph' ou pas. Donc voilà, donc ça, il y a beaucoup de business models, de solutions très différentes. Là, les clients ont une créativité sans nom. Ils passent à la mobilité, ils passent à l'objet connecté, mais tout est lié parce que se connecter, c'est bien. Et après, que fait-on des données? Et c'est l'intelligence qu'on va mettre derrière qui est capitale. Très bien, merci Agnès. Salim, Nassour, Google. Alors Google, c'est un peu la société qui fait peur à tout le monde. Vous êtes là, vous êtes capable de tout faire depuis vous aussi, le device, l'objet connecté aussi avec Nest, puisque vous avez racheté cette société avec même des caméras. Il y a maintenant des caméras vidéo dans cette société. Du big data, bien sûr, on s'en doute, des outils de productivité. Quelle place allez-vous laisser à la concurrence ? Il y a de la place pour tout le monde, c'est la bonne nouvelle. Donc bonsoir à tous. Merci de nous avoir invités. Juste petite correction, parce que j'ai vu sur le slide, c'était Google at Work. On s'appelle Google for Work en fait. Google for Work, c'est quoi? Ah oui, j'ai obligé de préciser. C'est Google for Work, c'est Google for Enterprise. Absolument, c'est anciennement Google Enterprise. Et pourquoi on s'appelle Google for Work? Parce qu'on a pris le meilleur de Google pour le transformer pour les entreprises. Donc on prend... Et quand je dis le meilleur de Google, c'est la partie user-centric, donc avec des produits qui sont relativement simples d'utilisation pour le monde de l'entreprise, mais aussi sur la robustesse. Aujourd'hui, on a parlé de big data, on a parlé d'objets connectés. Derrière tout ça, il y a une plateforme, il y a des data centers, et quand on sait gérer, comme Google, des millions, pour ne pas dire des milliards d'utilisateurs, des consommateurs, grand public, c'est ce qu'on transpose aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a Google for Work, donc Google qui arrive dans le monde de l'entreprise. Alors vous allez justement aborder ces entreprises comment? Est-ce que on va voir arriver comme aux États-Unis des gens avec des camionnettes Google, ou bien comment allez-vous faire? Non mais alors je ne sais pas si c'est vous Jean-Pierre qui avez choisi le thème de la conférence, mais je trouve qu'il est très bien en débat de clôture de ce partner VIP. D'ailleurs je salue les organisateurs qui ont eu le nez creux quand ils ont lancé ce forum, parce que c'est vraiment quelque chose qui est naissant et qui va être de plus en plus croissant. Donc pour répondre à votre question, oui, concrètement, on aura toujours besoin d'intégrateurs. On ne va pas débarquer avec des petites camionnettes Google pour aller faire l'intégration. Pourquoi? Parce que Google est une product company. Product company, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là pour mettre en place des OS, il y a Android, il y a Chrome OS. On est là pour mettre en place des plateformes. Donc on a Google Cloud Platform qui est là pour héberger tout ce qu'on a vu, toute cette intelligence de BI derrière, le traitement des données ou le stockage des données, ce genre de choses, ou le développement même d'applications. Donc nous, on est là pour mettre en place des plateformes et travailler avec un écosystème. Et dans cet écosystème, le réseau de distribution est clé pour nous. On n'a pas vocation à distribuer. On est là pour travailler avec des partenaires, parce que ce sont ces partenaires qui vont ajouter la couche de service au-dessus de nos produits, au-dessus de nos plateformes. Donc non, on n'imagine pas un monde sans partenaires, bien au contraire. Et on l'a vu d'ailleurs dans le cas de Samsung, on peut avoir des partenaires, même de taille modeste, qui vont apporter une surcouche par rapport à ce qui est existant pour vraiment, encore une fois, être au plus près de l'utilisateur et offrir des solutions à forte valeur ajoutée. Donc c'est vraiment notre définition du partenariat quand on travaille avec des intégrateurs, c'est qu'ils puissent rapporter cette couche de services supplémentaires. Donc vraiment clé, le réseau de distribution. Alors vous étiez très modeste lorsqu'on s'est parlé il y a quelques jours. Vous m'avez dit il nous a fallu du temps, on est prêt pour industrialiser certains process. Donc effectivement, l'arrivée en France de Google maintenant date de plusieurs années. Les offres entreprises sont commercialisées, de mémoire, je dirais 4-5 ans peut-être en France. Un tout petit peu plus, effectivement. Un peu plus. Oui. Et vous dites vous êtes prêt pour rencontrer la distribution et les intégrateurs que maintenant en fait.
pour l'entreprise. En fait, effectivement, on a démarré par ce qu'on savait faire, c'est-à-dire le search au travers d'une Google Search Appliance pour les entreprises. Et puis après est venue toute la partie collaborative avec les apps, puis avec ce que l'on savait faire sur la partie géolocalisation avec Maps, puis toute la partie infrastructure avec l'autre plateforme et les devices, etc. Donc vraiment, ça c'est quelque chose, une approche qu'on a fait par étapes. Et la même chose au niveau du réseau de distribution. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en création de ce modèle. Ce business model aujourd'hui pour les intégrateurs avec lesquels on travaille est vraiment un business model qui est profitable pour eux, qui est non seulement profitable mais en plus récurrent et prédictible. Donc du coup, vous avez même cité un chiffre, hein, vous avez dit, c'est... Ah oui, je parlais de la marge. Effectivement, aujourd'hui, un intégrateur, sans parler de la couche service, aujourd'hui, a 20% de marge. Alors 20% de marge, je ne sais pas, Henri, c'est bien 20% de marge sur un... Pour moi, ridicule. 20%, je m'approche même pas. Non, mais franchement, c'est clair. C'est-à-dire, voilà. Moi, personnellement, je suis un intégrateur qui, modestement, essaye de bien faire son travail. Je n'ai jamais vu quelqu'un de Google venir nous voir. Au contraire, lorsqu'on voit un Google qui s'approche d'un client, c'est la guerre, quoi. C'est-à-dire, il n'y a aucune confiance. On est entre amis, je vous dis, voilà. Et je pense les représenter. Et si en plus vous arrivez en disant 20%, revenez nous voir dans 3-4 ans, quand vous serez prêt à donner plus. Interrogez votre ami Microsoft à côté, c'est quand même plus large. C'est-à-dire que pour développer un réseau de partenaires, il faut déjà éviter de nous faire peur. Il faut travailler avec nous. Et ensuite, il faut qu'ensemble, on discute des taux de marge. Et pas lancer un 20%, voilà, un intégrateur, il ne s'approchera pas. Donc voilà, c'est simplement une petite remarque. Voilà. Merci. C'est un peu un scud quand même. Mais... Non, c'est une remarque que je prends de façon constructive. Non, merci de la remarque. Ce qui est intéressant de voir effectivement avec nos partenaires, c'est quand je parlais de 20%, c'est vraiment sur... l'achat-revente de nos solutions. Après, il y a toute la couche service. Aujourd'hui, les partenaires qui travaillent avec Google for Work ont commencé en général, déjà sont la plupart du temps, donc ça tend à changer parce qu'on rentre effectivement aujourd'hui en phase d'industrialisation, sont des pure players au départ. Donc il n'y a pas d'existant, il n'y a pas de legacy. Donc ils ont grandi avec Google en fait. Et ces partenaires, d'une année sur l'autre, doublent en général, aussi bien en termes de revenus, en termes d'effectifs et en termes de croissance globale. Donc aujourd'hui, la plupart de nos partenaires, pour ne pas dire la totalité de nos partenaires, sont heureusement pour nous satisfaits de ce que l'on peut apporter, parce qu'au-delà de la marge, ce que l'on apporte aussi derrière, c'est une marque, c'est une plateforme qui est solide, robuste, et qui leur permet de développer toute cette couche et cette kyrielle de services dont je parlais tout à l'heure. Très bien. Oui, parce qu'en fait, vous appuyez sur Cisco, Henri, et Cisco est aussi une société qui est très puissante et qui est très inquiétante pour sa concurrence. Non, c'est pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, par mon offre UCaaS, Unified Com as a Service qu'on a présenté ici, c'est une offre très Cisco, mais cette offre Cisco, elle repose aussi sur des virtualisations de serveurs autour de plateformes VMware, sur des serveurs Windows. C'est un agrégat, un intégrateur. Il y a le mot intégration. On intègre différentes choses. Donc une offre faite en cloud aujourd'hui, c'est quelque part une plateforme. On est obligé d'être multi-partenaire, multi-domaine, etc., etc. Aujourd'hui, si je prends l'offre de communication unifiée, j'ai des concurrents chez mes confrères avec d'autres marques. On ne fait pas plus peur aux uns et aux autres. Après, c'est la qualité de l'intégration, de l'intégrateur qui va présenter son offre et qui va séduire le client. J'ai pas l'impression de faire peur à mes clients parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est le client final. J'ai pas l'impression de lui faire peur lorsque je lui présente une offre Cisco par rapport à une autre offre. C'est pas quelque chose de rédhibitoire, au contraire. C'est bien d'être... Et puis, quelque chose de très important, puisque vous avez cité Cisco, Cisco n'est pas un constructeur qui travaille en direct, c'est un constructeur qui travaille exclusivement en indirect. Donc sa marge est vraiment partagée avec son intégrateur. Voilà, c'est des éléments quand même qui sont importants. Je vais solliciter peut-être Samsung et Microsoft pour cet aspect. Alors, Salim a eu... je n'ai pas l'imprudence de citer un chiffre 20% qui. C'est dans la transparence, pas de l'imprudence. Dans la transparence. Agnès,
chez Microsoft, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des chiffres ou ce mode de partenariat que vous développez avec les intégrateurs? Alors, c'est pas qu'on va manquer de transparence, mais je pense que ça sert à rien de mettre un chiffre, parce qu'il y a autant de cas de figure qu'il y a de solutions et d'intégrateurs. Donc, je ne vais pas partir dans la course à l'échalote et dire oh non, mais chez Microsoft, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, mais je ne donnerai pas de chiffres. Voilà. Maintenant, je pense que tout a été bien résumé. On s'appuie sur notre écosystème de partenaires. Microsoft est présent dans 100% des entreprises et que ça soit encore une fois par une solution device, une solution cloud, une solution productivité. On construit avec les intégrateurs Très bien. le meilleur modèle possible. Maxime, chez Samsung, alors on ne demande plus de chiffres, mais... Je vais être un peu comme Agnès, en fait, parce qu'elle a raison. Et elle connaît extrêmement bien le sujet. On est en réseau de distribution full indirect. Il y a 1 à 2 étapes entre nous et le client final. Et forcément, les prix sont libres en France. C'est d'autant plus vrai sur le device. Et 2, comme l'a dit très bien dit Salim, il y a le device, mais il y a tout le reste. Et je ne peux pas vous dire la marge qu'ils font sur le reste, l'intégration qu'ils en ont, est-ce qu'ils gagnent plus sur le soft ou sur le hard. Donc vous donner un chiffre est quasi impossible. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on doit les accompagner de bout en bout. Et aujourd'hui, le produit reste un des moyens qui s'intègre dans une chaîne de valeur extrêmement importante. Et il faut que, à notre échelle et ce sur quoi on sait travailler, on offre le maximum de flexibilité et d'opportunités à nos partenaires. Salim ? Non, je trouve le débat intéressant parce qu'effectivement, les raisons pour lesquelles les partenaires travaillent avec nous, c'est justement parce qu'il y a cette transparence et cette simplicité en fait. Et c'est pour ça que je disais vraiment qu'on vient du monde du consumer, Google, et qu'on applique aux professionnels. Parce que souvent, on se rend compte que dans l'environnement plus professionnel, ça manque de transparence, de lisibilité et de facilité, aussi bien pour les équipes en interne qui vont intégrer, déployer, etc., que pour l'utilisateur au final sur l'utilisation des solutions. Nous, ce que l'on veut faire chez Google for Work, c'est vraiment transformer la façon dont on travaille, aussi bien, encore une fois, chez les clients que chez les intégrateurs. Donc, vraie transparence, accompagnement de nos partenaires et, encore une fois, chacun a son métier et chacun a sa place. Nous sommes là pour fournir des plateformes. L'intégrateur, je vous assure, il se fait des bonnes marges, est là pour rajouter la couche de service supplémentaire. Mais j'avais pas compris que c'était plus un débat sur la communication unifiée. Je pensais que plus c'était sur ce qu'on peut faire aujourd'hui, voire demain. Et c'est vrai qu'on est plus aujourd'hui sur inventer avec nos partenaires de nouvelles solutions plutôt que travailler sur du legacy de ce qui a pu être fait auparavant. Voilà. Bon, très bien. Il nous reste 6 minutes. On va faire un dernier tour de table avec comme question quelle va être votre priorité pour 2015 et qu'est-ce que vous attendez à voir exploser en 2015. Maxime. Honneur aux dames. Pardon ? Honneur aux dames. Ah. Moi, je préférais, si vous voulez prendre la main, Agnès, allez-y. Merci Maxime, c'est trop gentil. Je comptais conclure, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on attend chez Microsoft pour l'année prochaine ? De grandes annonces, je vous l'ai dit. Le pilier, le poumon de Microsoft, c'est Windows. On va avoir une annonce extrêmement forte qui va révolutionner à la fois le marché de la mobilité et des objets connectés qui vont être Windows 10. Il faudra me réinviter pour que je puisse vous en dire plus parce que il y a une technical preview qui a été annoncée fin septembre, mais encore une fois, Microsoft va être le seul OS sur le marché de manière unique. Ça veut dire une seule plateforme de développement d'apps, ça veut dire un modèle économique complètement différent aujourd'hui pour les entreprises et pour les développeurs et pour les intégrateurs. Donc c'est un business model qui est complètement nouveau. Alors beaucoup d'objets connectés, beaucoup de data, encore une fois, et de l'intelligence que l'on va mettre derrière. Le prédictif, vous le savez, est au cœur en fait, de la stratégie Microsoft pour les années à venir. Merci Agnès. Voilà. Yannick ? Parotte, les priorités, les grandes annonces, les grandes
attentes sur 2015? Nous, on travaille beaucoup sur... en fait, un drone, c'est un robot volant. Hein. On travaille beaucoup sur la robotisation. On n'en a pas tellement parlé dans le cadre de cette conférence, mais la robotisation évolue aussi beaucoup et est très connectée avec le cloud parce que là aussi, les robots, en fait, sont de plus en plus artificiellement intelligents parce qu'ils ont accès à des bases de données de plus en plus importantes, notamment de cartographie, donc de connaître leur environnement, de savoir créer leur environnement en se déplaçant. Et ça, c'est ce qui permettra à ces petits objets et à des plus grands robots et au Google Car et à tous ces trucs qui se déplacent de façon autonome, qui sont des objets connectés, justement de pouvoir anticiper. Pourquoi une voiture va pouvoir conduire toute seule? C'est parce qu'elle va connaître la route, elle va savoir qu'à un endroit il y a eu un accident, elle va savoir que au feu suivant il faut regarder le policier et pas le feu, etc. Et donc le robot est en train de beaucoup évoluer et c'est ce qui nous intéresse beaucoup chez Parrot. Très bien. Henri, pour 2015, vos priorités? En 2015, de façon générale, mes priorités, je pense que pour revenir dans le débat sur les objets connectés, la mobilité, etc., je pense qu'il va vraiment avoir un énorme impact sur le marché informatique, mais sur le marché de la sécurité informatique. On le voit déjà, nous, personnellement, on a vu une explosion de nos offres et de nos commandes autour de la sécurisation de toutes ces infrastructures. Il y a vraiment une explosion, donc ça c'est plutôt général. Maintenant, personnel à Elite Technologies, eh bien, toutes nos offres en 2015 ont été référencées par l'ensemble des grands grossistes sur l'ensemble de l'Europe. Donc on va retrouver nos offres de communication unifiées distribuées par tous les grands grossistes. Donc c'est important pour la distribution, où Elite devient lui-même un grossiste provider de ces solutions de communication unifiées. Et puis la troisième chose, j'espère pouvoir intégrer Google dans mon data center. Très bien, c'est noté, voilà, le calumet de la paix. Christophe, pour Beetle Nous, on est une vingtaine de personnes, donc on est un peu le petit poussé. On a peut-être des choses un peu différentes. Ce qui est important pour nous, c'est de finaliser le projet pour lequel on a été lauréat pour le concours mondial d'innovation. Et on a cette particularité de faire 80% de notre chiffre d'affaires en dehors de la France. On ne sait pas franchement l'expliquer, si ce n'est peut-être par rapport à des appétences à notre produit de l'autre côté de l'Atlantique, mais on a développé un programme partenaire il y a 1 an et demi, et au finish, le pays où on a le moins de partenaires, c'est en France. Donc peut-être on a mal communiqué, peut-être on a loupé quelque chose. C'est l'occasion ce soir. Mais alors on est sollicité par des banques, par des assurances, par de la grande distrie, sur des projets big data, et on est parfois un peu sec, parce qu'on ne trouve pas les personnes pour nous accompagner sur la mise en œuvre de ces Donc trouver des partenaires 2015 en France. Ouais. Très bien. Maxime. Nous, vous le savez, on a racheté une société, Samsung a racheté une société qui s'appelle SmartThings. Donc il y a une grosse... il y aura une grosse partie qui va être autour de cette interconnectivité. Et comme l'a dit très justement Agnès tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on parle d'Internet des objets finalement. Je crois que la première chose connectée, ça a été la machine Coca-Cola, il me semble, le distributeur. Je crois que ça a été le premier objet. Et il faut qu'on aille encore dans ce sens-là pour 2 raisons. Continuer à transformer la relation client pour que nos clients transforment leur relation avec leurs clients à eux. Et deuxièmement, pour qu'on fasse augmenter la productivité et la sécurité de tout ce qui est traité dans les entreprises. Et là-dessus, on a énormément de solutions et encore énormément de choses à faire, notamment sur le marché français. On est très en retard, par exemple, sur le home office. On est très en retard sur des solutions de sécurité embarquées, etc. Il y a un gros travail à faire là-dessus. C'est vraiment ces 2 sujets-là qu'on continuera de travailler. Home office, sécurité, très bien. Salim, ça va être le mot de la fin. Merci pour le mot de la fin. Comme vous en doutez, on a beaucoup de chantiers en cours chez Google pour 2015. Si je refocus un petit peu plus sur le thème de cette conférence, priorité pour l'année prochaine, c'est vraiment de rentrer dans cette phase d'industrialisation, comme je disais tout à l'heure, au niveau des partenaires. On a commencé avec des partenaires pure player, on a des partenaires de taille intermédiaire maintenant, comme des Devoteam qui se sont associés avec des G-Partners et Progis, par exemple. On vient de signer un partenariat avec des gens comme PricewaterhouseCoopers, pour vraiment adresser les grands comptes, mais on est toujours à la recherche de partenaires qui vont embrasser le cloud et qui vont vraiment comprendre
ce que j'expliquais tout à l'heure finalement, qui sont là pour ajouter cette couche de service. Donc on cherche tout type de partenaires, et souvent ce sont même des practices d'une dizaine de personnes. On a vu dans le cas de Samsung, ça peut pas forcément un gros partenaire, mais qui comprend le cloud, veut se développer avec nous, parce qu'encore une fois, on n'est qu'au tout début de l'histoire du cloud, on est au tout début de l'histoire de ce que l'on peut faire. On a parlé des objets connectés, mais c'est un dixième, pour pas dire un centième de tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble, et ça on ne le fera qu'avec des partenaires. Donc je pense que ce ne sera pas la dernière édition de Partner VIP. Merci beaucoup. Madame, messieurs, je vous propose de les applaudir. Merci Jean-Pierre, merci à tous les intervenants pour la qualité de vos interventions et merci de nous faire rêver parce que le rêve fait vivre aussi. Merci encore. On va, je vais vous inviter à regagner vos places et on va maintenant procéder à la remise des 7 trophées Golden Cloud. Donc on va essayer d'aller rapidement. Nous avons tout à l'heure eu la chance d'écouter 16 nominés. Merci Daniel. 16 nominés et le public a élu 2 gagnants. Voilà, qui sont le prix SV Innovation et Channel, le prix Startup Innovation et Channel, le grand prix Golden Cloud Innovation et Channel, et dont on ne connaît pas encore le gagnant, mais on va le vivre ensemble et en direct. Et ensuite, on remettra les 4 trophées des Golden Cloud Channel, le trophée de l'initiative Cloud pour la distribution, pour la stratégie distribution Cloud, le trophée de la passion et le trophée du Grand Prix de la distribution Cloud de l'année. Voilà, j'espère avoir été clair. On revient sur les 16 nominés Innovation et Channel. Et maintenant, je vais demander à Jean-Pierre Bletner de la Revue du Digital de bien vouloir remettre le prix ISV Innovation et Channel. Alors, il faut le trouver. Vous l'avez. Voilà. Voilà. Et le gagnant, Jean-Yves, est-ce que tu es prêt? On ne lance pas encore. C'est trop tard, c'est parti. C'est Sun Sentinel. Voilà, c'est Mike Usan qui a gagné. Bravo. Il est fatigué. Voilà. Mike qui a déjà fait tout à l'heure un petit commentaire là, sur la croix pour que vous soyez encore une fois dans la lumière. Voilà, la photo, pardon, voilà. Jean-Pierre, c'est toi qui remets. Donc. D'accord. Voilà. Bon, très bien, merci Mike. Merci à vous. Merci. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième trophée, qui est le trophée Startup Innovation et Channel. Est-ce que Eric Sansoni est parmi nous? Voilà, Eric est là, qui est chez Aruba, qui est le partenaire phare, et qui va nous expliquer, avant de lancer la mécanique pour le gagnant, nous dire ce que tu vas offrir justement au gagnant. Est-ce que tu t'en souviens? Tous les gagnants. Brièvement, on est dans l'infra, donc qu'est-ce qu'on va offrir? On va offrir de l'infra. Donc on va essayer de soutenir cette start-up pendant les 3 prochaines années au travers d'un montant d'infrastructure équivalent à peu près 75 000 €. Et ben voilà. On lui souhaitera beaucoup de succès. Merci Eric. Je voudrais dire quelque chose. Je voudrais spécialement remercier Aruba parce que on a créé ce prix et ils nous ont rejoints tout de suite en nous soutenant. Et franchement, c'était vraiment sympa, Eric, d'être là dès le départ. Merci beaucoup. Merci Eric. Jean-Yves, à toi l'honneur maintenant. And the winner is Contractside, Alain Danon. Voilà. À lui qui remet. Voilà. Et ensuite la photo. Voilà. Bravo. C'est moi charmante. Voilà. Merci. Si vous voulez bien me voilà. Il y a de la lumière. Voilà. Une dernière, Maëva. Merci beaucoup, merci Eric, merci Alain. Voilà.
Prix du jury, trophée innovation start-up. Alors là, personne ne le connaît encore. Hein. Personne ne le connaît. Il va être remis par qui? Par les organisateurs, c'est ça? C'est qui les organisateurs? Par nous. Voilà, très bien. Ben Jacques, moi je te confie le... J'espère que la personne est là, parce que... Oui, alors, le gagnant est... Attention, Idexis. Daniel Rezlan, sur scène, voilà, welcome. Tous les deux, c'est très bien. Voilà, si vous voulez bien. Bravo, bravo pour votre brillante prestation tout à l'heure. Oui, on parlait de la sécurité comme étant un moteur de l'avenir de l'industrie, de la distribution et des partenaires et des intégrateurs. Ben, c'est pour ça qu'on est très très heureux, Simon et moi, de remettre ce prix, parce qu'on pense que vous avez des solutions de qualité qui recherchent des partenaires. Alors, je rappelle que les 16 nominés recherchent des partenaires, recherchent des circuits de distribution. Donc, n'hésitez pas à les appeler ou à consulter sur le site pour avoir plus d'informations. Merci Jacques, merci à Idexis, voilà, bon retour. Alors les trophées, les candidats au trophée Golden Cloud Channel, 2, 4, 6, 8, 10. Et on va peut-être parler du jury, parce que les organisateurs ne sont pour rien dans le choix des lauréats. Malgré tous les chèques qu'on a reçus, oui. Ça ne marche pas. Mais voilà, et on fait confiance depuis maintenant des années. Laurent Glenzer, son associé est là, Vincent Verhaeghe, rédacteur en chef d'EDI, Fabrice Alessi qui nous fait le plaisir d'être toujours à nos côtés avec Vincent, Canaltech, le CEO, le patron de Canaltech, et aussi Olivier Belin, éditeur du Guide du Cloud. Ils sont tous là. On fera une photo avec le jury tout à l'heure. D'accord? Voilà, merci encore de votre contribution, d'avoir pris le temps de venir à nos réunions pour travailler les dossiers et choisir les meilleurs. Donc, si Jean-Yves est d'accord, on va appeler maintenant Jean-François Lenilias et Olivier Belin pour remettre le trophée de la stratégie. Voilà. Vous êtes prêts, messieurs? Un peu de stress de remettre le trophée ou pas? Vraiment, je te sens trembler là, Olivier. C'est prêt comme une feuille. C'est un nuage que tu as. Voilà. Jean-Yves, es-tu prêt? Eh bien, c'est parti. Le trophée de la stratégie est pour F-Secure. Et est-ce que F-Secure est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un de F-Secure? Eh bien, F-Secure, on va le garder et on le remettra. Voilà. Tu peux le mettre de côté. Très bien, voilà. Il n'y aura pas de photo, mais c'est comme... c'est par la pensée. Voilà, il nous reste à remettre le trophée de l'initiative Cloud de l'année. Je demande à Fabrice Alessi et à Vincent Verhaeghe de bien vouloir me rejoindre. Fabrice Alessi pour Distributique et Vincent Verhaeghe pour EDI. Voilà, en espérant que le gagnant soit là. Voilà. Jean-Yves, es-tu parmi nous ce soir? Eh bien, on va lancer. Voilà. And the winner is France IT. Eh bien voilà, il n'y aura pas de photo. Merci en tout cas. Tu veux le prendre, Vincent? Voilà. Oui, c'est mérité. Voilà. Merci. Il nous reste l'avant-dernier, peut-être, si je ne dis pas de bêtises. C'est le Grand Prix de la distribution qui sera remis par Alexandre Cros. Est-ce qu'Alexandre Cros est là? Voilà. Alexandre, qui fait partie de l'équipe CompuBase Consulting et CompuBase tout court, voilà, qui travaille dans l'équipe de Jacques Mandard. Jean-Yves, à toi l'honneur. Et the winner is Nuage Labs. Est-ce que Nuage Labs est là? Eh bien, c'est bien, on a gagné. Bravo. Vous n'êtes pas venu pour rien. Bravo. Superbe. Voilà. Vous voulez bien vous mettre là? Voilà. Alexandre. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et
Comme on a compris que la recherche de partenaires était très importante pour tout le monde, donc CompuBase a décidé de vous offrir une belle campagne de communication pour vous aider à trouver des nouveaux partenaires. Voilà. Voilà, c'est dit. Et quand c'est dit, ça doit être accompli. C'est bien. Merci Alexandre. Alors, le dernier, si je ne m'abuse, le dernier ou l'avant-dernier, pardon, merci Jacques de la correction. L'avant-dernier, et je vais demander à Loïc Simon, le vainqueur de l'an dernier, ex-IBM et Avnet, si je ne dis pas de bêtises, Aspaway, pardon. Un peu fatigué. Ça fait 3 jours qu'on est un peu sur le... Voilà, merci Loïc. Et Thierry Ganancia, qui est donc l'associé de Laurent Glenzer, Lemon Operation. Voilà. Alors, le prix de la passion. Je vais laisser Loïc et ensuite... voilà. Alors, c'est soit un évangéliste comme moi, soit un CEO ou une personne ou un journaliste qui a démontré sa passion de la promotion du cloud dans l'écosystème ou pour l'écosystème ou vers l'écosystème. Moi, c'était plus ou par l'écosystème. Ce que moi j'ai fait depuis plus de 10 ans maintenant, ce qui est quand même pas mal pour le cloud. En tout cas, à l'unanimité l'an dernier, Loïc l'avait gagné. Et on ne sait pas qu'on est nominé. Voilà, on l'apprend. C'est super. C'est les journaleux qui... C'est le meilleur trophée. Pour moi, c'est le meilleur. Voilà. Alors, je ne sais pas si le gagnant est là. Forcément, s'il l'a eu. Non, je voulais dire simplement que ce trophée récompense non seulement des gens passionnés, et comme l'a dit Marcel Pagnol, les gens passionnés savent transmettre la passion. Et donc, c'est une personne, en tout cas, qui a su transmettre cette passion autour de lui. Et c'est un point très important. Ce n'est pas simplement une passion personnelle, c'est une passion communicative. Voilà. Merci Thierry, Jean-Yves en coulisses à la régie. Tu peux le garder, on va le remettre au gagnant s'il est là. Et le gagnant est Nicolas Leroy-Florio, PDG de Keops. Est-il là? Il est là. Eh bien super. Et il vient de loin, je crois. Félicitations. Voilà, bravo. Merci. Voilà. Bon. Alors vous habitez où, Nicolas? Bien venir là. Ouais, mettez-vous dans la lumière. En fait, j'ai tellement l'habitude des pupitres que moi, naturellement, je vais ici. Bon. Vous venez d'où? Alors moi, j'ai coutume de dire je ne fais pas une carrière hiérarchique. Sinon, j'aurais été président d'Ares et ça serait peut-être mieux terminé modestement. Maurice Bourlier n'est pas là, mais il sait que j'ai une grande affection pour lui. Moi, je fais une carrière géographique. Voilà. Et donc, comme je voulais rester à Bordeaux, il y a 10 ans, j'ai racheté une petite boîte qui s'appelle Keops. C'était 16 personnes. Oui, elle était petite à l'époque, c'était 16 personnes, 3,8 millions. Et maintenant, on est 420 à peu près. Et on fait 74 millions de chiffre d'affaires et on fait surtout un tiers du chiffre d'affaires dans le cloud avec une belle offre. Enfin, une belle offre. En tout cas, les clients, a priori, l'apprécient. Parce que ce soir, je suis content d'être là, mais franchement, vous êtes tous sympas. D'abord, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas CEO. Enfin, CIO, et je ne suis pas évangéliste, à peu près aussi bien que pour dire la messe sur la place Saint-Pierre de Rome le dimanche de Pâques. Bon, en tout cas, vous avez été choisi par la presse. Bon, merci à Fabrice, merci à Olivier, merci à Vincent, pour l'honneur que vous me faites. Alors c'est vrai que le cloud, c'est une vraie passion. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'aurais certainement vendu Keops s'il n'y avait pas le cloud, parce que l'infrastructure, c'est marrant pendant 20 ans. Mais depuis 2009, quand on a lancé l'offre iCode, infrastructure Keops on Demand, je retrouvais une seconde jeunesse. Et on vient de passer la barre des 100 clients en production. Bravo. On a eu l'agrément hébergement de santé. On a 29 grosses cliniques qui sont en 24/7 chez nous. On a Feu Vert, Cdiscount, Cultura, Yves Rocher. Enfin, on a de très très beaux clients. Et je peux vous dire, pour ceux qui n'ont pas été vers le cloud, franchement, c'est passionnant parce que les clients sont avec vous pendant 3 à 5 ans, plus parce qu'en général, ils renouvellent les contrats. Et vous retrouvez une relation de fournisseur stratégique, quoi. Et pas de vendeur de matos que le client ou les décideurs voient tous les 3 ans et puis tout va bien, ça suffit. Là, vous avez, moi je suis avec certains comités stratégiques, au moins une fois par an, je vois les clients, je vois les décideurs, je vois les directeurs généraux, je vois les présidents de boîte. Et ce métier dans le cloud, c'est vraiment un second souffle. Voilà. Super. Et Nicolas, une question. Est-ce qu'il y a une vie en dehors de Paris ? Parce que vous êtes où ? Votre siège social est où ? Alors, le siège est à Bordeaux, à Canéjan. Alors, en fait, il est sur l'autoroute d'Arcachon. Vous voyez, vous sortez de Bordeaux, c'est sur la route des vacances. Voilà. On est j'ai une maison au Pilat, donc je suis à 30 minutes, 35 minutes quand je vais le week-end au Pilat.
Donc on a effectivement une qualité de vie à Bordeaux qui est extraordinaire. Pour tout dire, Mais on peut réussir en province, hein, vous me l'apprenez, on peut réussir en province. Bon, je ne sais pas ce que c'est que réussir. En tout cas, bon, on se porte plutôt pas trop mal. On a fait 5,2 millions d'EBITDA l'année dernière, enfin au 30 avril 2014. On a fait plutôt un bon résultat. Et j'ai envie de dire que par contre, on investit beaucoup d'argent. Hein. Je distribue plus de dividendes depuis 2007. Et on a investi quasiment tout ce qu'on gagne. On investit dans les nouvelles technos. Là, vous avez peut-être vu hier, on a lancé une nouvelle offre de cloud hybride, puisque tous les clients n'iront pas vers le cloud privé mutualisé, hein, puisque iCode, c'est ce que les Américains, très juste titre, appellent du shared cloud. Nous, c'est du cloud privé mutualisé, donc iCode. Et là, on a sorti Connect to Cloud, qui est une offre de cloud hybride pour les gens qui ne veulent pas externaliser tout, qui veulent garder leurs données stratégiques ou leurs applications stratégiques chez eux. Eh bien, on leur met en place une architecture de cloud privé interne sur le modèle de ce qu'on a fait chez nous pour Keops, avec des connecteurs et un débordement sur, en l'occurrence, CloudWatt pour démarrer. Et puis, la personne de Microsoft est encore dans la salle et très vite sur Azure, puisqu'on a une pression amicale et certaine de nos amis de Microsoft pour aller se connecter sur Azure. Et nos connecteurs fonctionnent. On l'a testé sur Azure, ça fonctionne bien. Voilà. Super. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Bravo encore et vive Keops. Voilà. Et bien maintenant, si vous voulez bien, pour la photo, après la photo, il nous reste Jacques, tu me l'as rappelé. C'est bon, hein, on a terminé, c'était le dernier, hein, tu m'as fait dire des bêtises. Voilà, je tiens, avant que chacun regagne son chez lui, je voudrais ici remercier toute l'équipe qui a travaillé pour faire de Partner VIP cette 4e édition une réussite. Je ne vais pas tous les citer, mais Moira, Charles, Alexandre, Christophe, Jean-Yves à la manœuvre derrière. C'est Partner VIP, c'est pratiquement 7 mois de travail dans l'ombre pour que les 3 jours que l'on vient de vivre rendent le client, le sponsor, le partenaire, l'expert satisfait. Merci encore à vous et merci à l'équipe qui a travaillé là-dessus très dur. Et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine, le 24 et 25 novembre 2015. Merci. Merci.